Bonjour à tous et bienvenue à Qui veut devenir un cyborg? Aujourd'hui est une matinée un peu spéciale parce que ici dans l'audience, un ou une d'entre vous va avoir l'opportunité unique, la chance de devenir un cyborg. J'espère que vous êtes tous excités et que vous avez tous reçu votre petit ticket parce qu'il n'y aura qu'un seul ou une seule gagnante. Qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnante? On va le découvrir tout de suite. Mesdames et messieurs, le cyborg d'aujourd'hui sera le numéro 17. Est-ce que quelqu'un a le numéro 17 dans la salle? On peut l'applaudir. Comment tu t'appelles? Mathias. Mathias, félicitations. Tu vas avoir une grande chance aujourd'hui, celle de devenir un être de la nouvelle génération, un être connecté à une intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'on va connecter Mathias à une intelligence artificielle? On va le découvrir tout de suite. Quel est le problème de Mathias? Quelle est sa maladie? On va le tirer au sort également. Allez. Ah, quelle chance! C'est un locked-in syndrome. Félicitations. Qu'est-ce qu'un locked-in syndrome? Pour le comprendre, voici Mathias. Mathias, c'est un cerveau qui communique des instructions à son corps pour bouger ses muscles à travers des nerfs. Sauf que Mathias, hier soir, était en train de manger une poutine dans un restaurant de Montréal et lui arrivait quelque chose de malheureux, un accident vasculaire cérébral. Cet accident vasculaire cérébral n'est pas arrivé n'importe où. Il est arrivé tout en haut de la moelle épinière. Et il bloque toute communication entre le cerveau et le reste du corps. Ce qui fait que Mathias est complètement paralysé. Il est incapable de bouger le moindre de ses muscles, incapable de parler, incapable d'écrire, et si tu croyais que tu étais capable de cligner des paupières, même ça, tu ne peux pas. Mathias est un cerveau enfermé dans son propre corps. Sa grande frustration, on le voit à son visage, c'est de ne pas pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Mais pas de problème, Mathias, parce que ce matin, tu vas devenir un cyborg. Comment on va s'y prendre? Eh bien, le cerveau de Mathias contient des zones que l'on connaît assez bien. Des zones qui contrôlent ses mouvements. Et ces neurones qui contrôlent les mouvements émettent de l'activité électrique. Quand suffisamment de neurones d'une même zone émettent une activité électrique, on peut le capter directement depuis la surface du cuir chevelu. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais placer une électrode à la surface du cerveau, à la surface du crâne, au niveau de la zone qui contrôle les mouvements des pieds de Mathias, et une autre au niveau de la zone qui contrôle les mouvements de sa main droite. Et je connecte le câble à un super ordinateur relié à une intelligence artificielle qui se trouve juste derrière. Maintenant, on peut capturer, on peut enregistrer l'activité de ces deux zones du cerveau de Mathias. Et Mathias, je vais te demander d'imaginer que tu fermes et que tu ouvres la main droite répétitivement. Qu'est-ce qu'on observe? On observe un changement dans ce signal-là. La fréquence du signal est différente. Ce signal, c'est l'activité moyenne des neurones qui se trouvent en dessous du crâne, dans cette zone. Très bien. Maintenant, Mathias, je vais te demander d'imaginer que tu bouges les pieds. Et on observe la même chose au niveau des pieds. OK. Recommence au niveau des bras, de la main droite. OK. On enregistre tout ça. Maintenant, recommence au niveau des pieds. OK. On a maintenant suffisamment d'informations pour nourrir une intelligence artificielle. Ce qu'on va dire à l'intelligence artificielle, c'est « Voici ce qu'on a enregistré. Cette zone-là correspond au moment où Mathias pensait à bouger les bras, à bouger le bras droit. Cette zone-là correspond au moment où Mathias pensait à bouger ses pieds. Et à partir de ça, notre intelligence artificielle va être capable, à partir de nouveaux signaux enregistrés sur le cerveau de Mathias, de déduire s'il est en train de penser à bouger les pieds ou de bouger les bras. C'est une classification. Et ça, on va s'en servir astucieusement. On va établir un code avec Mathias pour qu'il puisse communiquer avec nous. Mathias, pour répondre non à une question, tu vas penser à bouger la main. Pour répondre oui à une question, tu vas penser à bouger les pieds.
Mathias, est-ce que tu es content d'avoir été tiré au sort ce matin? Il communique avec nous, bravo, je pense qu'on peut l'applaudir. Mais je vois bien, Mathias, que tu es frustré parce que ta communication avec nous, elle est limitée à un simple oui ou non. Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Est-ce que tu as envie de devenir un super cyborg? Tu n'as pas hâte de bouger, mais on va le lire directement depuis ton cerveau. Super. Tu as fait le bon choix. Alors, pour ça, pas de problème. Est-ce que je peux te demander un petit peu d'assistance, s'il te plaît, si tu veux bien venir m'aider? On va aller à l'étape supérieure. Je te demandais juste de tenir ça devant Mathias pour que les spectateurs ne soient pas témoins de ce qui va se passer derrière. On va implanter dans le cerveau de Mathias 100 pointes de silice acérées au cours d'une chirurgie qui va nous demander de lui percer le crâne. Voilà, ne bouge pas, de toute façon, tu es paralysé. Oh, pardon. Oups. Superbe. Fantastique. Mesdames et messieurs, le super Mathias. En réalité, l'implant qu'on lui a mis dans le cerveau n'est pas aussi impressionnant qu'il en a l'air. Ces 100 pointes sont vraiment ridiculement petites. Elles sont si petites qu'elles nous permettent d'enregistrer l'activité des neurones qui se trouvent autour. Et on ne l'a pas placé n'importe où. On l'a placé dans la zone du cerveau qui contrôle les mouvements de sa main droite, et même des doigts de sa main droite. Grâce à cet implant, on va pouvoir, sur chacune des pointes, mesurer l'activité. Cette fois-ci, non plus de la moyenne de l'activité des neurones qui se trouvent autour, mais de neurones très spécifiques, d'un, deux ou trois neurones qui se trouvent autour de la pointe. Par exemple, l'électrode numéro 1 va enregistrer l'activité du neurone 1, et on le voit sur le signal électrique qui est juste à côté. L'électrode numéro 2 va permettre d'enregistrer l'activité du neurone 2, et l'électrode numéro 3 d'enregistrer l'activité du neurone... Merci. Et grâce à ça, on va pouvoir demander à Mathias d'imaginer que tu tiens dans la main droite un stylo et que tu écris avec ta main droite la lettre A. Quelques neurones s'activent sous un pattern spécifique. On va te demander de répéter ça un certain nombre de fois et on va enregistrer ces données. Maintenant, je te demande d'imaginer que tu écris la lettre B avec ta main droite et un stylo. Cette fois-ci, ce sont d'autres neurones qui s'activent. Et ainsi de suite, pour chacune des lettres de l'alphabet, on n'a pas toute la matinée. Ok, superbe. On a maintenant suffisamment d'informations pour entraîner une intelligence artificielle à décoder la lettre que Mathias est en train de penser à écrire. Mathias est maintenant capable de communiquer par texte avec l'humanité, le nectar de l'humanité qui est représenté dans cette salle. Mathias, quel message important as-tu à nous communiquer? Oui, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Mathias. Merci. Ce que vous venez de voir, mesdames et messieurs, ce n'est pas de la science-fiction. Il y a un humain qui est implanté à Stanford, qui a été implanté il y a 2 ans et qui est capable, comme ça, de communiquer par la pensée, de la manière dont vous l'avez vu. Il est capable d'écrire jusqu'à 90 lettres par seconde, soit à peu près par minute, pardon, 90 lettres par minute, soit à peu près le rythme auquel nous, on tape sur notre téléphone portable. Tout ça, c'est le domaine des interfaces cerveau-machine. On vient de voir un exemple spécifique pour que vous compreniez un peu le fond de la technique. Et maintenant, je vais répondre de manière plus globale à la question « Pourquoi et comment connecter une intelligence artificielle à un cerveau ?» On va voir d'abord le pourquoi et ensuite le comment. Le pourquoi. Le cas le plus classique, le plus répandu et le plus accepté, c'est le cas du handicap. Comme ici, un AVC très haut, on a une personne paralysée. Dans le cas de la maladie de Charcot, comme avait Stephen Hawking, on a également une personne paralysée. L'objectif, c'est de leur rendre soit le mouvement, soit la communication avec leur environnement. Et pour ça, on peut facilement décoder, depuis les aires motrices du cerveau,
afin de guider un device, lequel, eh bien, on a toute une liberté de choix. Avec l'implant qu'avait Mathias, on aurait pu lui permettre de conduire un fauteuil roulant. On aurait pu lui permettre de diriger un exosquelette pour se déplacer. On aurait pu lui permettre de contrôler un stimulateur qu'on aurait mis sur sa moelle épinière en dessous de la zone lésée, pour stimuler les nerfs qui vont contrôler les muscles et lui permettre de retrouver le mouvement. Toutes ces expériences dont je vous parle, et toutes celles dont je vais vous parler, elles ont été réalisées ou elles sont en train d'être réalisées. Également dans le cas d'un autre handicap qui est la maladie de Parkinson. Dans la maladie de Parkinson, il y a une zone du cerveau qui dysfonctionne. Et les patients se retrouvent bloqués, comme ça. Ils ont parfois des tremblements, ils ont du mal à marcher, et leurs mouvements sont très lents. Depuis plus de 30 ans, on utilise une technologie qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde. En stimulant précisément une zone du cerveau qui contrôle le mouvement, on arrive à leur redonner de la fluidité. Mais ce n'est pas parfait. Et il continue d'y avoir, au cours de la journée et de leur prise de médicaments, des fluctuations. Des fluctuations qui font que, parfois, ils vont avoir des phases de blocage, et d'autres fois, ils vont avoir des phases avec trop de mouvement. Et la stimulation qu'on utilise actuellement, elle est continue, tout au long de la journée. Ce qu'on aimerait être capable de faire, c'est d'adapter en direct la stimulation aux besoins du patient. Et pour ça, connecter son cerveau à une intelligence artificielle qui serait capable de détecter quand le patient a ses phases de blocage, pour immédiatement changer la stimulation et lui permettre de retrouver le contrôle de son corps. Et c'est sur quoi je fais ma thèse. C'est un exemple parmi de nombreux. On vient de voir que le handicap était une source d'application des interfaces cerveau-machine. Une autre source d'application importante, c'est l'armée. L'armée a pour objectif, bien entendu, d'utiliser les interfaces cerveau-machine pour réparer ses soldats. Mais un programme spécifique de l'armée qui s'appelle DARPA, qui a été fondé pendant la guerre froide en 1958, a un projet qui consiste à utiliser les interfaces cerveau-machine pour augmenter ses soldats. Exemple. Si les soldats pouvaient contrôler un avion par la pensée ou contrôler le tir d'un avion, ils pourraient avoir une réactivité plus importante qu'en maniant un joystick. On est également capable d'enregistrer depuis un casque d'électroencéphalogramme tel que celui que Mathias avait au début, depuis certaines aires du cerveau, l'état de concentration du soldat avant qu'il ne tire, et d'informer le soldat sur son état de concentration. On va enregistrer une activité qui sera dans une bande de fréquence entre 8 à 12 Hz, des neurones qui se synchronisent comme ça, et quand on est très concentré dans un état de flow, cette bande de fréquence va augmenter en puissance. Et ça, on peut le mesurer, le quantifier, et informer le soldat comment. Eh bien, chez le soldat, je me prépare à tirer, j'ai le casque d'électroencéphalographie, et j'ai deux petits vibrateurs mécaniques sur le cou. Ils sont en train de vibrer, et puis, quand j'atteins 105% de mon activité 8-12 Hz normale, l'un des deux s'éteint. Quand j'atteins 110%, l'autre s'éteint. Ça veut dire que je suis dans un très grand état de concentration et que statistiquement, j'aurai beaucoup plus de chances d'atteindre ma cible et de faire un tir précis. Cette technologie-là, elle existe aussi depuis maintenant une dizaine d'années, développée et utilisée par l'armée. Ce qui est applicable dans l'armée est également applicable dans les jeux vidéo. Exemple de jeu vidéo, il y a un jeu vidéo, on peut, avec un casque d'électroencéphalographie aussi, contrôler le saut d'un pingouin par la pensée. World of Warcraft, il y a un petit module qui a été utilisé qui s'appelle AlphaWo, qui se base sur cette même bande alpha de 8 à 12 Hz dans le cerveau. Et le principe, c'était que quand cette bande de fréquence elle est haute en puissance, le personnage devenait un orc ou un troll qui pouvait combattre au corps à corps, et quand elle était basse en puissance, le personnage se transformait en un elfe qui pouvait tirer à distance. Et donc en fait, on pouvait contrôler les capacités de son personnage uniquement par la pensée. Enfin, il y a un dernier objectif, c'est un objectif transhumaniste. Et notamment des interfaces qui ont été développées, qui sont de la communication cerveau à cerveau. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ce n'est pas très compliqué. On prend un rat. Ce rat a des moustaches. Ces moustaches lui permettent de sentir son environnement, de toucher ce qui se trouve à proximité. Et
on peut mettre le rat dans un environnement où les objets sont proches ou bien loin. On va pouvoir mesurer depuis le cerveau du rat, depuis la zone qui gère ses sens, si le rat est en train d'être en contact avec un objet proche ou un objet lointain. Et ça, on le connecte à une intelligence artificielle qui sera capable de faire la distinction entre les deux. Et ensuite, on peut stimuler de manière identique dans le cerveau d'un autre rat, qui va être capable de savoir si le rat numéro 1 est en train d'avoir une interaction avec un objet proche ou lointain. C'est une forme de télépathie, un peu primaire, mais une forme de télépathie. Et le principe est assez simple. Ça, ce sont des pourquoi connecter le cerveau à des intelligences artificielles. Ensuite, il y a le comment. Quelles interfaces est-ce qu'on peut utiliser? Il y a 3 questions ici. Quels signaux est-ce qu'on va lire? Quelles intelligences artificielles est-ce qu'on va utiliser? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'on a décodé? Les systèmes, il y a 2 grands types de systèmes. Les systèmes invasifs, qui nécessitent une chirurgie, telle qu'on a vu ici dans la deuxième partie avec la perceuse. Les systèmes non invasifs, tels que ceux qui se mettent juste à la surface de la tête. Les systèmes invasifs sont utilisés uniquement, pour l'instant, pour des cas médicaux, et les systèmes non invasifs sont utilisés pour les cas de jeux vidéo et de l'armée. On peut capturer l'activité électrique de zones du cerveau, ou de neurones, très précisément, comme on l'a vu, avec des casques d'électroencéphalographie. On peut capturer l'activité magnétique, parce que toute activité électrique génère une activité magnétique autour, avec des casques d'électromagnétographie. On peut également capturer l'activité vasculaire du cerveau. Quand une zone du cerveau s'active, elle va consommer de l'oxygène, et puis il va y avoir une dilatation des vaisseaux dans cette zone. Cette dilatation des cerveaux, on peut la mesurer, cette dilatation des vaisseaux dans cette zone, qui apporte plus de sang à la zone qui est en train de travailler, on peut la mesurer de plusieurs manières, avec un appareil d'imagerie par résonance magnétique, ou bien avec des infrarouges, qui passent à travers l'os du crâne, et puis qui peuvent mesurer la concentration d'oxygène portée par l'hémoglobine. Et il y a des systèmes invasifs. Des systèmes invasifs qui nécessitent une chirurgie, il y a un système star. Et il y a des patients stars, ce sont les épileptiques. Les épileptiques, pour trouver la localisation de leur foyer d'épilepsie, on leur implante des électrodes dans le cerveau qu'on pose juste à la surface ou qu'on implante profondément. Et on va enregistrer leur activité électrique pendant jusqu'à 1 mois. Jusqu'à 1 mois, on a accès à des données intracérébrales chez un patient. Les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, c'est une opportunité unique, on ne va pas la manquer, on va faire des expériences aux patients. Et on va voir ce qui se passe pendant ce temps-là dans le cerveau. Et comme ça, des chercheurs ont demandé à des patients épileptiques comment ils se sentaient. C'est quoi leur humeur du moment? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont heureux ou malheureux? Tout au long de la journée, tout au long de semaines, tout au long du mois. Et ils ont regardé, avec une intelligence artificielle, quelle était l'activité du cerveau du patient au moment où celui-ci se sentait bien, quelle était l'activité du cerveau du patient au moment où celui-ci ne se sentait pas bien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont entraîné une intelligence artificielle qui est capable, à terme, de dire si, au moment T, la personne épileptique se sent bien ou pas bien, si elle est plutôt heureuse ou plutôt malheureuse. Pourquoi faire après? Autre possibilité, dans le cas de la maladie de Parkinson, on implante des électrodes très profondément dans le cerveau, dans un noyau très précis, et on va enregistrer l'activité globale des neurones qui se trouvent autour. On a aussi des systèmes à base de petites pointes, tels que ceux que vous avez vus à l'écran, qu'on peut insérer dans le cerveau pour mesurer l'activité précise de certains neurones. C'est également l'interface qu'est en train de développer Neuralink avec Elon Musk. Cette interface que Neuralink est en train de développer, et les expériences qu'il a montrées, elles ne sont pas révolutionnaires. L'expérience du singe qui contrôle un curseur par la pensée, elle a été faite par un autre laboratoire aux États-Unis il y a près de 10 ans. Et Mathias aurait été tout à fait capable de le faire. Là. Le fait de décoder quand un groin de cochon est en train de toucher quelque chose ou pas, c'est connu depuis assez longtemps. Et c'est ce qu'on fait ici avec le rat et ses moustaches. Le propre de cette interface que développe Elon Musk, c'est qu'il a une plus grande densité d'électrodes, donc une plus grande résolution. Il capte beaucoup plus d'informations, et donc, on espère, va pouvoir décoder plus d'informations, comme il en enregistre plus.
Ensuite, quelles intelligences artificielles on utilise? Eh ben, là, la réponse, elle est assez simple. Pour chacun de ces projets-là, il y a plein de types d'intelligence artificielle qui peuvent fonctionner. On peut utiliser des réseaux de neurones, on peut utiliser des linear discriminant analysis. Je ne vais pas vous citer tous les noms, des random forest, mais ce n'est pas le point crucial et ce n'est pas le point limitant des interfaces cerveau-machine. Le point limitant, ça va plutôt être de quelle zone du cerveau est-ce qu'on enregistre les choses? À quelle zone du cerveau on a accès? Et quel est l'état de la connaissance scientifique? Ce qui veut dire aussi que les interfaces cerveau-machine vont se développer en potentiel avec le développement de la connaissance scientifique sur le cerveau. Pour l'instant, ce qu'il est très facile de décoder, c'est les entrées et les sorties du cerveau. Plus on se trouve en entrée ou plus on se trouve en sortie, plus c'est facile de lire. Plus le signal est simple à traduire. C'est-à-dire que les sens, ce qu'une personne est en train de ressentir, ce qu'une personne est en train de voir, ce qu'un rat est en train de sentir, sont des choses qui sont assez facilement décodables. Ce qu'une personne veut faire en termes moteurs, bouger ses muscles, c'est également assez facilement décodable. Des choses plus complexes, comme la production de phonèmes dans la parole, l'émotion, c'est plus difficilement décodable, mais on est en train de progresser dans cette direction. Et une fois qu'on a décodé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on contrôle? Avec quoi est-ce qu'on interface? Eh bien là, la seule limite, c'est l'imagination de l'ingénieur, en réalité. Parce que, par exemple, avec ce qu'avait Mathias dans le cerveau, il pouvait aussi bien contrôler un exosquelette, une stimulation de moelle épinière, un fauteuil roulant, une autre personne, les muscles d'une autre personne. Il contrôlait une autre personne, un drone, un avion de chasse, tout un tas de choses. On vient de voir pourquoi connecter les intelligences artificielles au cerveau et comment le faire. Toutes les technologies dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce sont des technologies qui existent. Ce ne sont pas des suppositions. Ce sont des technologies qui existent dans les laboratoires, ce sont des expériences qui ont été réalisées. Maintenant, la question, c'est où aller, où est-ce qu'on veut aller, et pourquoi. Le comment n'est qu'une question de temps. Merci. Oui, bonjour. Merci, je m'appelle Guillaume. Puis j'étais curieux, dans le fond, la détection des mouvements. Si moi, je suis un artiste, puis j'exprime, dans le fond, mes choses avec un outil, une tablette, des choses comme ça, mais est-ce que mes commandes que je vais aller chercher dans des menus pourraient être connectées, dans le fond, à des mouvements physiques que je pourrais simuler? Parce que tu disais que ça pouvait être quand même assez facile de détecter des choses physiques. Alors, absolument, on est capable de détecter depuis le cortex moteur, donc la surface du cerveau, dans quelle direction tu veux faire ton mouvement, à quelle vitesse tu veux faire ton mouvement. OK. Fait que donc, autrement dit, j'aurais entraîné la machine à dire, ben, je m'imagine me lever, m'en aller en haut. Ouais. Puis ça pourrait être reconnaissable. Dans le fond. Ouais. Oh, wow. Merci. Ouais. Ce qu'on fait dans le cadre de mon projet de doctorat, c'est de détecter quand le patient veut commencer à marcher, quand le patient est en train de marcher, quand il fait un pas à droite, quand il fait un pas à gauche, quand il veut s'arrêter, quand il est arrêté. Okay, fait que dans le fond, je pourrais connecter à mes pieds des mouvements. Autrement dit, m'imaginer, lever le pied puis me poser le pied, ça fait un copier-coller, mettons. Oui, donc on peut tout à fait contrôler un avatar avec ça, ou bien contrôler un robot, ou bien contrôler ton propre corps si tu as une lésion de la moelle épinière, ou bien contrôler une autre personne. Oui, mais attendez, c'est techniquement possible. Avez-vous besoin d'artistes pour aller le tester? À quel point est-ce que ce genre de technologie-là va devenir accessible? Parce qu'en ce moment, vous parlez, mettons, de chercheurs ou d'armées qui vont tester ces technologies-là. À quel point est-ce que le commun des mortels va avoir accès à, par exemple, des électroencéphalogrammes pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire? La réponse, c'est maintenant. Tu peux actuellement acheter des électroencéphalogrammes pour quelque chose comme $500 sur Internet, ce qui est le coût d'un Oculus. Il y a les électroencéphalogrammes tels qu'on les utilise dans les labos de recherche, c'est des électroencéphalogrammes avec beaucoup de précision. On a jusqu'à 64 électrodes, il faut installer du gel, ça prend presque 1 heure de préparation. Ce ne serait pas utilisable pour le jeu vidéo. Par contre, il y a des systèmes émotifs par exemple. Tu mets le casque, tu as 5 électrodes. La qualité de signal n'est pas aussi bonne, mais ça existe déjà et c'est déjà accessible au grand public, avec un clic. Ouais. Juste par curiosité, je vais ôter mon masque. Est-ce que imager
prendre un objet et prendre l'objet, créer les mêmes zones dans le cerveau, dans la même partie? Je me demandais, juste par curiosité. Ouais. Alors, je vais répondre à une autre question à laquelle j'ai la réponse. C'est est-ce que le fait d'imaginer un mouvement et le fait de faire ce mouvement active des zones similaires? La réponse est oui. Quand on fait le mouvement, en général, ça s'active de manière plus forte, mais on est tout à fait capable de détecter juste le fait d'imaginer un mouvement. Il y a une grande zone de recoupement, notamment dans la zone cortex sensorimoteur, c'est-à-dire celui qui gère vraiment les actions et les sensations. Ouais. Puis-je? Oui. Bonjour. Premièrement, Bonjour. Merci énormément pour la présentation très dynamique, très appréciée. J'ai beaucoup de questions. Je vais me limiter à une pertinente, disons. Vous avez dit que la plus grande limite, c'est l'imagination du chercheur dans l'implantation, disons, d'une interface. Mais quel est le rôle du patient? Dans le sens où il y a un rôle d'adaptabilité. Le cerveau est extrêmement plastique. Donc, à partir du moment où quelqu'un qui souffre d'un locked-in syndrome, il y a des parties du cerveau qui vont être amenées à être recrutées par d'autres fonctions, puisque ces fonctions-là ont été perdues. Quelle variation individuelle est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des gens qui sont meilleurs pour devenir des cyborgs que d'autres? Puis à quel niveau est-ce qu'on voit ces variations-là? Oui. Merci pour la question. On a tous et toutes des bases communes pour notre cerveau. Des zones qui gèrent des mêmes fonctions qui sont aux mêmes endroits. Le cortex qui gère la main chez toi va être le même que le cortex qui gère la main chez Mathias, au même endroit. On a des variations individuelles à des échelles plus précises. Ça ne va pas être le même neurone qui va contrôler la vitesse exactement de la même manière au même endroit parce que ce neurone-là, il n'existe pas chez toi. Ensuite, il y a une question de plasticité. Une fois qu'on a implémenté une interface cerveau-machine, le cerveau va s'adapter à cette interface cerveau-machine. Quand on sait que si on coupe un doigt à un singe, la zone qui gère le contrôle de ce doigt dans le cerveau, elle va être mobilisée après, à la place, par les doigts adjacents, au contrôle des doigts adjacents et aux sensations qui proviennent des doigts adjacents. Il y a des expériences qui sont très intéressantes sur les interfaces cerveau-machine. On prend un rat ou une souris et puis on enlève une partie du crâne pour remplacer par une vitre qui va nous permettre, et on modifie avec des virus génétiquement les neurones qui se trouvent au-dessous, de telle manière à pouvoir voir quand ils s'activent ou quand ils ne sont pas activés. Et on va choisir arbitrairement un neurone. Et ce neurone-là, on va dire, c'est le neurone qui va contrôler un bras robotique. Donc dans une autre salle ou dans un autre pays, on a un bras robotique comme ça. Et puis ce qu'on veut, c'est que le bras robotique se lève. Et on établit un code. On dit quand ce neurone s'active, plus il s'active fort, plus le bras va se lever. Et on va récompenser le rat ou la souris quand il active ce neurone. On va lui donner une goutte de sucre, quelque chose à manger. Eh bien, le rat, il va apprendre à activer beaucoup plus ce neurone que d'habitude, parce que ça stimule son circuit de la récompense. Et donc, son cerveau va être modifié par le contrôle de l'interface. Et si on veut aller encore plus loin, et je vous parle d'une expérience qui a vraiment été faite, encore une fois, on stimule une zone du cerveau du rat qui correspond à une sensation. C'est-à-dire qu'on donne non seulement en feedback au rat une récompense, mais on lui donne aussi en feedback une sensation qui peut être tout à fait quelque chose de différent. On peut dire, ça lui donne une sensation où il touche là, ou alors ça crée une tache blanche dans son champ visuel. Et ça accélère l'apprentissage. Ça accélère la plasticité du cerveau, parce que le rat, il a l'information de « OK, ça correspond au fait que j'ai la récompense ». C'est la même chose qu'on fait chez le soldat qui doit tirer, auquel on met des petits vibreurs ici. Tuc, tuc. On lui donne l'information que son cerveau, il est dans un bon état pour tirer. Et donc, du coup, il va apprendre à aller dans cet état beaucoup plus rapidement. Il va avoir des performances de tir 2 fois supérieures à celui de ses camarades qui ne sont pas équipés de ce système. Ma question recoupe un peu ce qui a été mentionné par monsieur. Quand on parle de décoder avec justement des aiguilles de silicone, etc., est-ce que justement on décode de façon probabilistique, un peu black box, où on est capable de mapper vraiment les systèmes neuronaux de façon exacte, dépendamment du patient, là, au niveau de la plasticité? Un décodeur, il se base sur des informations réelles qui sont accessibles à nous en tant que chercheurs par des visualisations
et des informations qui sont trop obscures parce qu'elles sont cachées dans les recoins de l'algorithme. Mais on peut tout à fait, rétrospectivement, dire, regardez les données, regardez quand le patient il pense à bouger la main, quand est-ce qu'il pense à bouger le pied, et puis voir sur les signaux ce qui se passe avec nos yeux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais? Ok. Bonjour, merci pour la présentation, elle était vraiment très cool. J'ai juste un peu une grande question quand même, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis dessus. Est-ce que vous pensez que donc l'évolution de l'humain se fera donc au travers d'augmentations comme ça ou pas? Excusez-moi, ouais, c'est très grand. Mais vu que vous travaillez dessus, je ne sais pas ce que ça veut dire que l'évolution de l'humain. Parce que vous parliez, pardon, excusez-moi, vous faisiez mention par exemple donc de soldats augmentés notamment, et je ne sais plus. Il me semble, oui, par exemple, avoir le sens des souris, augmenter les sens de l'humain un peu dans l'optique du transforme. Donc, ce que je dis, c'est que c'est des capacités techniques qu'on a. Après, c'est des choix à faire au niveau de la société de dans quelle direction est-ce qu'on veut aller. Actuellement, je prends la compagnie la plus en vogue, c'est Neuralink de Elon Musk. Le discours, pendant toute la partie qui est scriptée de l'espèce de présentation qu'ils ont fait quand ils ont sorti la vidéo du singe qui joue au jeu Pong par la pensée, c'est de dire ça va aider à donner du contrôle sur leur vie à des gens qui sont paralysés. Puis ensuite, dans les questions-réponses, un petit peu plus tard, il y a une question, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser ça dans les jeux vidéo? Et la réponse est oui, oui. Et puis, il y a aussi, et puis qu'est-ce que ça pourrait ouvrir comme possibilité ces systèmes? Et la télépathie est évoquée. C'est-à-dire que ce n'est pas présenté officiellement, en tout cas. Pour l'instant, tout le monde fait, enfin tout le monde, la plupart pallient à des handicaps, ce qui est un motif très louable. Où est-ce que ça va aller après? Où est-ce qu'on fixe les limites? Bonjour. En tout cas, merci pour la présentation. C'était très, très intéressant. Ma question sera portée sur les données, vu qu'on utilise en fait de machine learning derrière. On sait que le pétrole, ce sont les données. C'est-à-dire comment en fait les données sont collectées derrière. Comment est-ce que les données sont collectées? La collection des données, comment ça se fait concrètement? Et comment il y a combien de valeurs, par exemple, qui est dans la table de données? Et la deuxième question, c'est comment vous faites pour prendre en compte les biais en fait dans la collecte des données? Est-ce qu'il y a pour s'assurer en fait que les données ont été bien collectées, qu'on a en fait l'information qu'on cherchait en fait. Collectée. Pour répondre d'abord à la deuxième question, je dirais que si on arrive à décoder ce qu'on veut décoder, c'est-à-dire qu'on a collecté des bonnes données, a priori. Pour répondre à la première question, donc la question peut être comprise de deux manières, je crois. C'est chez qui est-ce qu'on va avoir le droit ou pas de collecter des données? Et puis l'autre, de manière technique, comment est-ce qu'on peut collecter des bonnes données? Chez qui on a le droit ou pas de collecter des bonnes données, c'est fixé par les comités éthiques, a priori, en tout cas pour toutes ces expériences médicales. Et puis ensuite, les données sont anonymisées, sécurisées, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on collecte des bonnes données? Ça dépend du système qu'on utilise. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a toute une diversité de systèmes. Les systèmes les plus invasifs sont les systèmes avec lesquels on a la plus grande qualité de données, parce qu'ils sont au plus proches de l'activité. Les systèmes qui sont en surface du cerveau vont avoir une moins bonne qualité de données. Ensuite, il y a tout un tas de matériel technique qui permet de passer des filtres, éviter qu'il y ait des interférences. Ça, c'est du détail technique. Et je pense que la technique va progresser assez rapidement. Et actuellement, avec les capacités techniques qu'on a, on est capable de faire toutes les expériences dont je vous ai parlé aujourd'hui. Le passage à l'utilisateur, vraiment, pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, on a des casques d'électroencéphalographie qui ne nécessitent pas de gel, qui ont uniquement 5 électrodes, ils ont une résolution bien plus limitée. Néanmoins, à ma connaissance, je ne vais pas dire de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais ces casques-là permettent tout de même, en imaginant qu'on bouge la main droite, qu'on bouge la main gauche ou les pieds, de manipuler un objet dans l'espace en 3D, de le tourner. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question un petit peu en décalage, mais qui est quand même assez importante. Le fait de virtualiser tout cet ensemble d'événements, est-ce que ça pourrait pas engendrer une forme de schizophrénie à long terme? Le cerveau humain, il est assez capable de s'identifier à quelque chose qui n'est pas lui. Le fait de contrôler un bras robotique, on va pouvoir
très vite, je vais pas répondre à la question, hein, j'annonce tout de suite, on va pouvoir très vite avoir la sensation que c'est son propre bras robotique. D'autant plus si on met des petits capteurs sur le bras robotique, et puis que quand le bras robotique attrape quelque chose, on donne l'information au cerveau, soit en stimulant les zones sensorielles, soit en stimulant au niveau du nerf, soit en établissant un code qui va stimuler à un autre endroit. Et ça va renforcer le fait de croire, pour le cerveau, de croire que ce bras lui appartient. Il y a des expériences qui sont très bien connues c'est Rubber Hand Experiment, c'est l'expérience de la main en silicone. On a le patient qui a sa main comme ça sur une table, mais elle est cachée. Et puis on met une autre main, une fausse main, juste ici. Et puis on va caresser en parallèle la main du patient et la fausse main qui se trouve devant. Et puis le patient, il voit juste la fausse main. Et ensuite, on prend un couteau et on le plante dans la main en silicone. Le patient, il ne se sent pas bien du tout. Voilà. Parfait, merci beaucoup. On peut applaudir chaleureusement Monsieur Tenesi. Monsieur Tenesi a répondu à la question « Pourquoi et comment connecter une intelligence artificielle au cerveau ?» Alors pourquoi? On peut tout d'abord penser au cas du handicap, où on va pouvoir aider des personnes atteintes de certaines maladies, comme des personnes paralysées ou malades de la maladie de la Parkinson, pour retrouver par exemple usage de leur corps ou pour pouvoir communiquer. Mais Monsieur Tenesi nous a amené d'autres cas d'application, peut-être un petit peu plus original ou différent de ce qu'on pourrait penser. Donc tout d'abord l'armée avec la capacité d'augmenter les soldats. Ensuite les jeux vidéo avec lesquels on pourrait manipuler un objet ou un caractère, un personnage. Et enfin on pourrait penser aussi à des objectifs transhumanistes dans lesquels on pourrait passer la pensée d'un rat ou d'une souris à un autre et on pourrait même penser à contrôler une personne. Enfin, la question comment connecter une intelligence artificielle au cerveau. Donc, nous avons trois éléments. Le premier, ce sont les signaux, dans lesquels on peut utiliser des systèmes invasifs ou non invasifs. Ensuite, implanter une intelligence artificielle. Et là, M. Tenesi a dit que le choix de l'intelligence artificielle est vaste et que ce n'est pas le frein en fait à l'implantation de ce genre de technologie. En fait, il est très facile de décoder les entrées et les sorties du cerveau. En fait, la plus grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces données et cette intelligence artificielle. Et là, en fait, la principale limite serait l'imagination de l'ingénieur. Est-ce qu'on voudrait contrôler un fauteuil? Est-ce qu'on voudrait contrôler un drone? Est-ce qu'on voudrait communiquer ou même contrôler une personne? Voilà le genre de questions que M. Tenesi a posées lors de sa présentation. Enfin, la conclusion, c'est que toutes ces technologies existent déjà et sont couramment utilisées. Et la plus grande question qu'on pourrait se poser à la fin de sa présentation, c'est vers où aller avec toutes ces technologies. Et ça reste une question de société. Merci beaucoup pour cette présentation fabuleuse, Monsieur Tenesi.